Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les élections ne sont pas possibles cette année, selon les deux émissaires américains, Juan Sebastián González et Brian A. Nichols, qui ont préconisé une synthèse des différents accords politiques qui sont actuellement sur le tapis. Environ 30 000 Haïtiens sont arrivés à la frontière américaine depuis le 9 septembre, selon le sous-secrétaire adjoint du Bureau des Affaires de l'hémisphère occidental, Juan Sebastián González. Installation ce vendredi des nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. La cérémonie, qui a été présidée par le Premier ministre Ariel Henry, a eu lieu à l'École de la magistrature. Les deux émissaires américains ont préconisé une synthèse des différentes propositions de solutions de sortie de crise lors des discussions avec des représentants de plusieurs secteurs ainsi qu'avec le Premier ministre Ariel Henry. Aucune solution qui fonctionnera pour Haïti et son peuple ne peut venir de l'extérieur, a déclaré le diplomate Brian Nichols, qui est convaincu que la solution à la crise haïtienne réside dans la vision des Haïtiens pour leur pays. Le sous-secrétaire d'État adjoint a fait cette déclaration en conférence de presse ce vendredi à l'ambassade des États-Unis en Haïti. During our visit, we heard many people discuss the challenges. Donc, durant notre visite, nous avons entendu beaucoup de personnes parler des difficultés, des défis auxquels Haïti fait face. Mais heureusement, il y a un accord sur les différentes façons d'aborder ces défis, ces difficultés. Et nous avons été impressionnés de voir l'étendue de l'accord, des accords qu'il y a en vue de trouver une solution. L'une des choses que nous encourageons, c'est que les gens se mettent ensemble et arrivent à forger une vision unique pour l'avenir d'Haïti. Aucune solution efficace pour Haïti ne sera une solution imposée de l'extérieur. La solution aux problèmes haïtiens réside dans les Haïtiens eux-mêmes et dans leur vision. Donc, cependant, nous, aux États-Unis, notre rôle, c'est de supporter les Haïtiens dans leurs efforts pour implémenter leur propre vision. Les États-Unis, depuis longtemps, ont été les principaux donateurs pour Haïti. Donc, nous avons aidé dans le domaine de la santé, le développement économique, la sécurité des citoyens. Mais pour que ces programmes réussissent, donc, il faut une vision haïtienne, il faut un engagement de la part des Haïtiens eux-mêmes. Je veux aussi souligner que nous avons eu une conversation très constructive avec le Premier ministre. Donc, nous l'avons encouragé à poursuivre ses efforts pour trouver un consensus pour l'avenir d'Haïti. Donc, les États-Unis ne vont pas choisir des gagnants ou des perdants. L'avenir d'Haïti dépend de sa population elle-même. We met with people who support each of the accords. Nous avons rencontré les gens des différents accords. Je pense que l'accord de Montana est un document très fort, très solide. Mais l'un des points que nous avons retenu, c'est que tous ceux qui ont signé les trois accords ont accepté de se mettre ensemble. Et ils vont voir dans quelle mesure ils peuvent s'entendre sur une seule vision. Donc, encore une fois, le processus sera entièrement haïtien. Nous sommes là pour supporter les Haïtiens à aboutir à une unique vision. La diversité, l'ampleur du groupe de Montana est assez impressionnante. Mais il y a aussi d'autres qui veulent contribuer, qui veulent participer. Pour ce qui est de la sécurité, la semaine prochaine, nous aurons une équipe technique et du département d'État, donc du Bureau pour le narcotique international et la répression. Hier, nous avons eu une discussion très productive avec le directeur général de la police nationale et nous nous sommes entendus sur différentes étapes qui peuvent améliorer la situation sécuritaire. Mais l'équipe technique qui arrive la semaine prochaine aura à aborder ces points, ces étapes de manière plus détaillée. La semaine d'après, le sous-secrétaire d'État pour les droits humains et les affaires civiques aura également une visite en Haïti et pour aborder la question de la sécurité et des questions de justice. Et finalement, après, nous aurons aussi la visite de la personne nouvellement nommée au département d'État pour
narcotique international et la répression. We'll be visiting soon after that. Selon le sous-secrétaire adjoint du Bureau des affaires de l'hémisphère occidental, Juan Sebastián González, environ 30 000 Haïtiens sont arrivés à la frontière américaine depuis le 9 septembre. Déplorant le traitement infligé aux migrants haïtiens par les gardes frontaliers, le diplomate annonce que les États-Unis, le Mexique ainsi que d'autres pays travaillent sur la question migratoire qui est un vrai défi pour la région. En conférence de presse ce vendredi, M. González a appelé les Haïtiens à ne pas prendre le risque d'entrer aux États-Unis de façon irrégulière compte tenu de la menace d'une expulsion immédiate. First on migration, I want to say that all of us saw the images of the treatment of Haitians at our border. Donc tout d'abord sur la question de la migration, vous avez tous vu les images concernant les traitements subis par les Haïtiens à la frontière. Donc je veux présenter nos excuses et je veux préciser que ces gens n'ont pas reçu d'ordre du département de la sécurité intérieure. Et le secrétaire à la sécurité intérieure, une fois avoir vu ces images, donc a présenté ses excuses et a donné des directives pour que ça soit rectifié. Donc les migrants venant d'Haïti et tous les migrants doivent être traités avec dignité. Donc depuis le 9 septembre, 30 000 Haïtiens sont arrivés à la frontière. Donc nous utilisons le titre 42, donc qui nous permet de ne pas accepter les migrants et ce n'est pas seulement les Haïtiens. Le problème de la migration, c'est un problème régional, c'est un défi régional. Les États-Unis travaillent avec le Mexique et d'autres pays de la région pour identifier les causes réelles, les racines du problème de la migration. Notre message aux migrants est le suivant: ne risquez pas votre vie de la sorte, c'est très très dangereux et nous travaillons avec les partenaires haïtiens pour résoudre ce problème. To bring prosperity and security back to their country. Le renforcement de la capacité technique et logistique de la police nationale d'Haïti, la tenue des élections et la mise en place d'une nouvelle constitution, entre autres, telles sont quelques propositions faites par le secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, Éric Jean-Baptiste, lors d'une rencontre ce jeudi avec les émissaires américains. L'homme politique dit espérer en même temps que la communauté internationale prendra en compte ses revendications par rapport aux traitements infligés aux migrants haïtiens. À la question de savoir ce que les diplomates américains ont proposé de leur côté, Éric Jean-Baptiste s'est gardé de faire des révélations. Les émissaires, ce sont des diplomates très élégants, on comprend cap souris. Et tout est toujours bobo, et très joli, ou bel petit garçon, ou bien campé, etc. C'est le résumé partiel, du moins, que le secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Éric Jean-Baptiste, a tenu de présenter au grand public. Le sort des migrants haïtiens était sur la table lors de la rencontre avec les émissaires américains et il en a profité pour déplorer les mauvais traitements dont ils sont victimes. Si les Haïtiens prennent la fuite, c'est à cause de l'insécurité. Il dit avoir fait des propositions en ce sens en faveur de la PNH. Numéro 1, c'est le renforcement des forces de sécurité. Nous pas d'occupation, parce que ça fait troisième qui baille déjà, 1915 de Gagnon, 1994 nous prenons deuxième, 2004 nous prenons troisième. Si ça t'a pas ton bagage pour nous, nous avons joué déjà. Cependant, en coopération technique avec des supports et au point de vue technologique et logistique, nous en avons vraiment besoin parce que les forces de sécurité ont trépassé même là ensemble avec le président Jovenel Moïse que ont assassiné la chambre la Kaili sans que les services secrets américains pas de joindre information ça. 3 accords politiques, notamment celui du chef du gouvernement Ariel Henry, ont été paraphés récemment. Pourtant, le RDNP n'en a signé aucun. 2 points suscitant des divergences sont à l'origine de cette décision, poursuit l'homme d'affaires. Et au-delà de ces 3 accords, RDNP en exige un nouveau, un point au centre des débats. Accord Montana.
Il y a des bons bagages là-dedans. Mais cependant, nous déjà dit déjà, il y a 2 points de grande divergence que nous gagnons ensemble avec eux. Il y a un accord pour gouvernance apaisée que PM Ariel signe à quelques très rares partis qui politiques, mais nous-mêmes dans la RDNP, nous pas signé. Et si nous pas aucun accord que nous signons avec PM Ariel, au 7 février 2022, mandat fini. Parce que c'est poursuite mandat président Jovenel que l'a fait. Donc, il faut que 4 là rebattent. Donc, d'où nous-mêmes nous proposons pour que gagner un accord dans 3 accords. Ça. Ce que le RDNP réclame ne finit pas là. Si ce parti politique ne participe pas souvent aux rencontres entre les acteurs haïtiens, cette fois, l'occasion était belle pour le secrétaire général de vider son contentieux. En effet, le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes a proposé un vote en faveur d'une nouvelle constitution et évoqué un nouveau calendrier électoral pour les prochains mois. Nous disons au mois d'octobre, c'est moi que nous sommes capables de prendre pour que nouveau CEPA les monter camper sous pied. Même mois d'octobre, novembre, décembre, pour que l'Assemblée constituante travaille sous draft nouvelle constitution. Donc, nous avançons pour nous dire que mois de janvier, au mois de janvier, le référendum est capable de réaliser. Et comme techniquement, c'est 7 mois minimum que le Conseil électoral a besoin pour réaliser des élections, nous dit au mois de mai, premier tour des élections. Et premier tour des élections au mois de mai et à partir de octobre jusqu'à avril, il a déclaré campagne électorale l'ouvrir qui est capable de permettre que les candidats aient suffisamment de temps pour convaincre les électeurs. Et deuxième tour, s'il y en aura, et au mois d'août 2022, au final, prestation de serment de tout élu. Parallèlement, rien n'est possible, affirme-t-il, avec des groupes armés qui agissent comme bon leur semble. Haïti doit entrer dans la dynamique d'un projet global entre toutes les forces vives du pays pour mieux aborder les problèmes sociaux. L'insécurité ne saurait être tolérée, explique-t-il. La pacification du territoire national est nécessaire, a-t-il insisté. C'est le renforcement des forces de sécurité. Il faudra nettoyer les gangs. Il faudra nettoyer les gangs. Et ça lui-même, ce n'est pas job la police, c'est job l'armée que lié. Le secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Éric Jean-Baptiste, n'a pas manqué l'occasion de faire part des différentes propositions soumises à l'intention des émissaires américains. Différents points ont été débattus dans le cadre de cette rencontre selon ses propos, mais une question reste pendante. Les diplomates américains, qu'est-ce qu'ils ont dit de leur côté ? Le plus souvent, les acteurs politiques haïtiens soulignent ce qu'ils ont dit, mais savoir ce que les étrangers ont dit de leur côté demeure un mystère, du moins pour ceux qui ne sont pas dans le secret des dieux. Il est situé Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Après la démission fracassante de l'ambassadeur Daniel Foote, sont arrivés en Haïti hier 2 nouveaux émissaires américains. Il s'agit de M. Brian Nichols et de Juan González. Ils ont immédiatement rencontré la société civile et quelques leaders politiques. L'un d'entre eux nous a fait l'amitié de venir nous retrouver ce soir sur le plateau de Metro News et de nous dire ce qui s'était passé. Il s'agit de notre ami Jerry Tardieu. Bonsoir Jerry. Bonsoir Serge Klein, toujours un plaisir de répondre positivement à l'invitation de Télémétropole, de Metro News et de pouvoir discuter avec vos nombreux téléspectateurs. Bien, alors Jerry, je crois que tout le monde attend de savoir comment ça s'est passé avec les 2 nouveaux émissaires, messieurs Nichols et González. Ça s'est très bien passé. Nos 2 visiteurs venus du State Department nous ont accueillis avec beaucoup d'élégance, beaucoup de civilité et de respect. Nous sommes contents de parler avec eux. D'ailleurs, nous répondons positivement à l'invitation parce que l'ambassade américaine t'a informé nous que nous étions ici pour chercher à comprendre qui Jean Bagay et tendre les leaders haïtiens dans la société civile là, avec la classe politique là, pour capable faire tête une meilleure idée de côté nous et de côté nous. Et ça s'est fait sur invitation.
Absolument, invitation. D'accord. C'était une invitation à laquelle nous avons répondu favorablement. Donc, la rencontre a duré probablement 4 heures d'horloge. Wow. Et nous sommes capables de dire que nous parlons en pile bagaille. Nous parlons avec un pile franchise, en pile sincérité. Moi-même, serviteur, moi, dis exactement qui ça a été mandaté pour me dire. Moi, c'est coordonnateur national du mouvement politique en avant. Et moi, j'ai présenté le mouvement, un mouvement tout neuf, et qui a favorisé l'émergence. Le mouvement En Avant qui vient de fêter ou qui va fêter sa première année d'existence. C'est bien ça? C'est correct. Pour son journaliste qui soumet. Effectivement, 3 octobre 2020, 3 octobre 2021, ça fait un an, week-end, ça presque jour pour jour, que nous avons fêté première année d'existence. Et nous te disons que En Avant, c'est un mouvement qui a pour ambition pour la élection, mais pas dans n'importe quelle élection. Dans une élection sérieuse, crédible, honnête, parce que c'est à travers l'élection qu'on est capable de voir des élus qui ont une légitimité pour être capable de faire les réformes que Haïti a besoin pour aller vers le développement économique, le progrès social et la démocratie. Donc, pour gagner l'élection dans le pays d'Haïti, nous expliquons, d'abord, il faut un environnement sécuritaire qui permette campagne faite sans problème. Bien sûr. Sécurité, sécurité, sécurité. La priorité des priorités. Ensuite, nous disons, il faut un gouvernement, un nouveau gouvernement qui inspire confiance. Pour acteurs politiques, pour la société, il faut un gouvernement qui est issu d'un accord l'âge, nous pourrons parler de ça tout à l'heure, qui inspire confiance. Nous disons tout qu'il faut un conseil électoral qui sont habitués impartial et qui t'a doué permettre que l'élection faite sans qu'elle saute. Moi-même qui prends dans l'élection, moi besoin d'assurer que je prends dans l'élection de papier qui colle. Côté que habite cap et siffler match là et je ne vais pas participer dedans. Ouais. Et puis bien entendu, il faut une loi électorale qui révisée, qui permette des innovations, tel que le vote des Haïtiens vivant à l'étranger. Il faut que les Haïtiens qui vivent dehors, à l'étranger, capables de voter. D'aujourd'hui, 2015, c'est la dernière année que les Haïtiens qui vivent dehors, pas de voter dans l'élection. Donc, d'entrée de jeu, nous t'ai expliqué mission que nous t'avons remis dans l'élection, mais pas dans n'importe quelle élection, pas dans n'importe quelle condition, il faut que les conditions réunies. Dès lors que nous t'ai fini dépeindre tableau, ça en introduction, nous expliquons qu'il y a 3 obstacles pour nous arriver à faire élection dans le pays d'Haïti, que c'est dans 1 an, 1 an et demi, ou non, tant qu'ensemble on a décidé qui s'allie. D'abord, la question sécuritaire. Je dis à nous expliquer que préoccupation majeure, plus grosse préoccupation peuple haïtien, quelle que soit la couche sociale, c'est sécurité. Je dis à un pays, côté que c'est gang qui a contrôlé, qui a dirigé, qui a décidé, dans le plus fort quartier dans la capitale. Qui font la pluie et le beau temps. Donc, il faut une situation côté que la communauté internationale, l'autorité nationale, rive joignent plan de sécurité qui peut permettre sécurité taille, qui peut permettre que sécurité retourne dans le pays, qui peut permettre que Haïtiens avec Haïtiens capables de vivre normalement, que nous ne sommes pas obligés de vivre dans le sauté. Nous rappelons que migrants qui quittent le pays, qui partent, que nous regardons dans la télévision, qui passent misère dans la frontière del Rio, Texas, du Mexique, puis il faut là c'est pour insécurité aller. C'est pas pour misère. Nous rappelons que gain là-dedans paye jusqu'à $15,000 pour le parti. Or, je toujours aimé prendre exemple. Gain te cop dans main que tu ka vivre en Haïti. Conseil de cop qui permettent jeunes garçons, jeunes femmes capables de dégager en Haïti. Donc ils parti parce que ils désespéré, ils perdu espoir. Puis gros bagage au fait pour un jeune journée aujourd'hui à cette balle, un visa non pays qui tout côté sous la terre sauf Haïti. Donc son problème et nous préciser pour eux que tout autant que yo pas comprendre l'importance question sécurité en Haïti, nous pas prendre aucun côté. Bien naturellement, comment nous capables de jouer une sécurité en Haïti? Son grand gens Serge Clan, c'est pour nous correr police nationale là, et subséquemment, éventuellement et possiblement l'armée d'Haïti, mais dans des conditions que nous allons garder puis devant. Ça veut dire qu'il faut gagner un nouveau recrutement, il faut gagner un nouveau équipement, il faut gagner un leadership qui est déterminé, qui inspire confiance, et puis il faut mettre cop de la police. Il faut gagner blindé, il
faut une stratégie, faut un encadrement. Donc, police nationale la mérite un encadrement pour nous capables de garder comment sécurité capable d'aller une fois encore dans le pays d'Haïti. Faut gagner des bons salaires, tout simplement. Faut gagner des conditions. Un policier pas capable courir des bandits pendant lui-même dans l'insécurité. Et que la vivre dans le même quartier avec bandits. Même s'il t'a vécu dans des quartiers difficiles, mais au moins il faut le bon série de encadrement. Par exemple, je toujours dit, et ça m'a été proposé dans la loi que je présentée en 2017 dans le Parlement sur la police nationale. Au niveau santé, au niveau éducation, il faut que petit ton policier pas pour le payer rien. Absolument. Son bagage qui est fondamental parce qu'un policier qui a servi la société, l'obligé en sécurité pour venir bonne sécurité. Absolument. Donc c'était premier ça que nous t'ai gardé avec amis nous qui sorti dans ce département. Mais Jerry, je t'interromps un moment. Et yo même émissaire, est-ce que yo te vin poto message bon nous tout? Ou bien yo te vin recueillir des renseignements pour se faire une idée personnelle? Moi, je pense que yo te plus vin tendre que parler. Naturellement, comme tu as des missions foot là, qui sont des missions qui te fait un pile parler dans la presse, yo te profité expliquer nous que position ce département avec l'administration Biden, c'est permettre que Haïtiens eux-mêmes résoudre problème yo entre eux. Yo pas là pour yo imposer, yo là pour yo tendre et peut-être faciliter. Donc c'était ça message là. Donc que tu viens tendre, c'est pour ça que moi-même moi t'ai expliqué comment moi question. Il m'était parlé de trois obstacles. D'abord sécurité, ensuite nous arrivons dans la question gouvernance. Moi partager avec eux que m'estimer que le gouvernement Ariel Henry il manquait légitimité politique. Nous constatons que il y a un accord que signé avec quelques partis politiques et des organisations de la société civile sont pas même gens que nous constatons tout que la société civile là à travers la commission pour la recherche d'une solution à la crise une proposition que vous fait. Même gens tout nous voyons que le groupe dans la société qui déjà dès le mois de juillet, a signé un protocole d'entente nationale qui te prévoit que mon gouvernance bicéphale. Nous-mêmes, qui ça nous dit, Serge? Nous dit que faut nous fusionner toute initiative. Il faut que nous soyons capables de faire un dernier table ronde patriotique pour nous capables de joindre un seul accord. Nous-mêmes, en avant, nous sommes très sensibles à certains mécanismes, certaines propositions que la société civile a fait. Nous pensons que nous devons prendre en considération. Nous sommes très sensibles tout à certaines dispositions que l'accord primaturien la donne. Mais nous aussi très sensibles tout à des provisions qui gagnent dans le protocole d'entente nationale, là, notamment parce que vous prenez en compte le fait que gagnent un dernier carré de légitimité institutionnelle avec les 10 élus au niveau du Sénat. Et nous allons plus loin, même au niveau du pouvoir sortant, il faut que tu sois capable de gagner un mécanisme pour se sentir à l'aise dans sa fait là. Pour qui ça, Serge? Nous pas qu'à gagner un accord qui est fausse côté, il faut que tout le monde à l'aise. Il faut que tout le monde tête frette. Parce que son transition que nous allons faire pour nous aller dans l'élection. Et pour que l'élection ne soit pas contestée, pour nous retomber dans le cycle de l'instabilité, il faut quand même nous gagner une masse critique de monde qui est d'accord que ça n'a pas fait, les bon, qui est d'accord sur feuille de route là, qui est d'accord sur CEPA, qui est d'accord sur qui date nous allons faire élection. Et puis c'est ainsi que nous sommes capables d'envisager l'avenir de façon puis poser puis calme. Donc ça c'est le deuxième point que nous avons abordé avec eux, c'est question gouvernance. Et nous-mêmes nous avons dit que nous avons souhaité que table ronde ça permette un bon accord inclusif qui jumelait proposition tout le monde qui boit table là journée aujourd'hui. Et nous avons été quoi que le possible. Troisième point que nous avons abordé, c'est la question des élections elles-mêmes. Parce que qui dit élection dit conseil électoral. Or, il est extrêmement important, Serge, pour que 9 personnalités, ça, que secteur, ils ont désigné dans CEPA, ils prennent ça, ils prennent des gens qui intègrent, qui sont honnêtes, qui ont crédibilité dans la société, qui ont ça nous un passage dans la société et qui ont un vécu de sérieux. C'est 9 personnalités ça, qui prennent des figures emblématiques dans l'institution, qui prennent organiser des élections que nous relèvons refondatrices. Donc, il est extrêmement important pour qu'au niveau du choix de ces 9 membres, que les secteurs fassent preuve d'esprit patriotique et de sérieux. Deux réflexions rapides. D'après de nouvelles, que le Premier ministre a révoqué l'actuel CEP qui avait été nommé par le président Jovenel Moïse. Moi, ouais, tout que CEP ça dit que le Premier ministre n'a pas gain droit ça. Bon.
Ça a déjà gonti yin-yang a fait là, par contre, qui j'en a fini. Bon, apparemment, le CEP sera perdu dans cette bataille. Est-ce que sous permet pour nous dire un petit bagage sur ça? Parce que l'important. En fait, son bon bagage que le Premier ministre en fait, parce que CEP, ça n'a pas doué là. Il n'est pas doué là parce que il monte derrière de la loi, parce que la gaspille comme l'État, nous pas connaît ça qu'a fait avec comme taxe sport, avec taxe PAM, nous un pays côté que nous manquons de toute bagaille, nous pas payer professeurs, nous pas payer policiers, nous pas gain pont, pas gain route, pas l'école, pas l'hôpital. Donc c'est un scandale. Donc c'est un bon bagaille que CEP ça pas là. Maintenant CEP à qui nous pas capable de dire défier autorité Premier ministre, son signe que gon malaise dans le pays. Malaise à côté lié, c'est parce que ou gagne une constitution qui prévoit un exécutif de tête. Et je dis à son gouvernement monocéphale qui gagne. Voilà. Ça veut dire que chaque décision que le Premier ministre prend, on peut joindre que gagne des institutions, des entités qui disent que le pas légal. C'est pour ça nous-mêmes en avant, nous te dit, on aurait été le plus proche possible de l'esprit de la Constitution. En nous assurez-nous que son gouvernement bicéphale, pour qui ça Serge là? Parce que le gouvernement bicéphale là, lui plus correspond à coutume nous, à culture nous, à constitution, à loi nous, à comptabilité publique là. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes nous pensons que le plus près qu'on était de esprit constitution, la plus bon pour nous capables de réussir transition. C'est parenthèse ça m'a fait sur question ça pour Très bien. Bon, non, parce que argument CEP sortant, c'est que le Premier ministre n'a pas doit prendre décision ça seul, elle aurait dû être prise en Conseil des ministres. Ce que. Non, c'est pas ça veut dire. Il dit que son arrêté présidentiel qui était nommé, son arrêté présidentiel qui pourrait tirer. Oui, c'est ça. Ça a été la conclusion. Bon, d'accord. Ça a été la conclusion. Mais, OK. Deuxième réflexion très rapide. Le CEP à venir, sous qui base et représentant pour le nommer, c'est sur la base santé fait après 57 là, c'est-à-dire chaque secteur a envoyé un certain nombre de noms qui vont être choisis par, bon, en l'occurrence, ce sera le Premier ministre, puisqu'il n'y aura pas encore de président. Bon, position c'est comme ça? Oui. Position pas, non. C'est que nous pas qu'à suivre sa constitution amendée, qui m'a dit 3 représentants exécutifs, judiciaires et législatifs. Donc, nous sommes obligés de retourner à la formule de départ, qui c'est celle que des secteurs représentatifs de la vie nationale désignés les et religions, etc. Alors, nous allons décider qui secteur ça. Parce que, par exemple, dans le CEP, ça, il y a un secteur diaspora qui part là, dernière fois de fait CEP, nous-mêmes, nous estimons que l'État extrêmement important pour gagner un représentant diaspora en CEP ça parce que nous voulons coller diaspora avec pays dans tout ça n'a fait c'est l'Haïti du futur c'est 12 millions haïtiens qui là mais c'est 4 millions haïtiens qui vivent dans le bord donc c'est extrêmement important donc c'est comme ça nous pensons que nous pourrons faire CEP et nous t'arrivons faire de manière souveraine sans interférence étrangère d'ailleurs c'est pour ça et m'a profité de dire que conclusion intervention que je fait devant Brian Nichols avec Juan Gonzalez, c'était que je demandé pour un nouveau deal entre Haïti et les États-Unis. C'est pas la première fois qu'on a dit ça. Nous avons porté un message par le président Biden pour nous regarder comment ensemble nous avons redéfini la relation entre les États-Unis et Haïti. Il y a une relation qui peut faire pour redéfinir sous deux bagages. D'abord, d'un point de vue politique, sur le principe de l'autodétermination des peuples, de la souveraineté nationale, côté que Haïtiens ta même capable de gérer le pays sans interférence étrangère et surtout que les résultats des élections soient des résultats côté que monde qui passe c'est monde que le peuple a voté pour eux. Et nous pensons que dans ce sens ça les États-Unis capable d'aider nous courir question ça. Et deuxième ça nous dit de point de vue économique. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous dit que le problème que nous vivons aujourd'hui avec migrants qui ont quitté Haïti, qui pourraient aller passer dans combien de pays en Amérique latine pour arriver aux États-Unis? 11 pays. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Nous dit que c'est vrai que nous avons un problème de sécurité, mais c'est vrai tout que nous avons un problème économique. Tout autant que nous ne pas résoudre le problème économique, ça, c'est la main sur la terre. Donc nous pensons que nous sommes capables de gagner des accords, des pactes commerciaux, économiques, spéciaux et préférentiels avec les États-Unis, côté nous sommes capables de faciliter, encourager les firmes américaines, même Jean-François Saint-Domingue, pour venir investir massivement en Haïti, de telle sorte que nous sommes capables de créer emploi dans des secteurs que nous sommes capables d'identifier, qui peuvent aller de l'industrie agro-industrielle à l'hôtellerie, par exemple, un petit peu, ou la communication.
nous avons pile potentiel dans le pays d'Haïti, nous avons besoin de capital, nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin de l'ordre. Et c'est pour ça que nous-mêmes, en avant, nous disons que après l'élection et le nous gagnons, ça nous pourra faire, c'est mettre l'ordre dans des ordres. L'ordre dans des ordres, c'est qui ça? L'ordre dans des ordres, c'est mettre sécurité pour que le pays a pacifié. L'ordre dans des ordres, c'est assurer nous que la frontière n'a pas un passoire. Que le contribuable n'a pas passé là-dedans. Mettez l'ordre dans des ordres, ce n'est pas pour le monde qui fait l'argent dans le pays d'Haïti ou dans le secteur privé et pour ne pas payer de taxes. Donc, le pays a un gros désordre, nous pensons qu'il faut mettre l'ordre dans des ordres et ça commence d'abord, d'un point de vue géopolitique, par réévaluer nos relations avec les États-Unis d'Amérique, qui est un grand pays voisin et ami avec lequel nous voulons continuer à avoir des relations. Et incontournable. Mais incontournable, mais mutuellement bénéfique et basé sur la dignité des peuples et l'autodétermination, c'est-à-dire leur capacité de choisir eux-mêmes leurs dirigeants pour savoir eux-mêmes, pour décider eux-mêmes où ils veulent aller. N'a pas mis ça comme conclusion parce que malheureusement le temps nous dépassait déjà depuis longtemps, mais c'était fort intéressant. De toute façon, merci beaucoup Jerry Tardieu de ce que au bon titan, alors que bon, elle a chaud toujours, ces émissaires, bon, il n'y a pas de phénomène, quoi, c'est jeudi à Yopati. Oui, ils ont été venus pour faire deux grandes rencontres que ils ont fait. Je pensais, je souhaité que leur arrivée, ils ont porté message à Washington. Et nous-mêmes, en avant, nous avons fait face à la responsabilité. Puis nous avons nos feedback. De toute façon, moi, pas quoi nous devons tant feedback. Parce que nous pas devons tant blancs ou bien étrangers ou bien communauté internationale pour nous chiter ensemble, pour nous continuer à garder comment nous sommes capables de fusionner à là de telle sorte que ce grand accord patriotique national que le pays attend, nous ici joindre, et puis le finir pour nous aller dans un temps déterminé vers des élections qui vont nous amener vers des élus qui peuvent aider à changer Haïti dans les années à venir. Bonne chance à Jerry Tardieu, bonne chance au mouvement En Avant et au bout du compte, bonne chance à Haïti. Merci beaucoup Serge, merci. Voilà. C'était l'ancien député de Pétionville, M. Jerry Tardieu, qui nous rendait compte de ce qui s'était passé lors de la visite des deux nouveaux émissaires américains, Brian Nichols et Juan González. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé à l'installation des nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ à l'école de la magistrature à Frères ce vendredi. À cette occasion, le Premier ministre a invité les membres du Conseil à faire montre de responsabilité pour permettre au CSPJ de répondre à sa mission sacro-sainte en sa qualité d'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire. L'existence du pouvoir judiciaire est la garantie de l'indépendance des juges. Le CSPJ constitue à mes yeux un pilier essentiel dans la consolidation des acquis démocratiques et du principe de la séparation des pouvoirs. Toutes nos institutions démocratiques sont actuellement dysfonctionnelles. Mon devoir est de remettre notre pays sur les rails de la démocratie et de l'état de droit. En commençant par rendre le CSPJ opérationnel, j'ai voulu lancer un signal fort que notre pays est en route pour revenir à un fonctionnement normal de nos institutions. Il reste encore beaucoup à faire. Mais comme dit l'adage, c'est le premier pas qui coûte. Dans les jours qui viennent, nous continuerons de concert avec le CSPJ à remettre nos systèmes judiciaires en état de marche. Les membres du Conseil, vous prenez fonction à un moment où nos concitoyens s'interrogent sur notre justice. Il est essentiel que les suspicions sur nos juges cessent. Les Haïtiennes et les Haïtiens doivent retrouver la confiance dans la justice de notre pays. Messieurs les membres du CSPJ, tous les yeux du pays sont fixés sur vous, qui avez la lourde tâche de gérer le système et d'assurer la discipline parmi les juges. C'est votre responsabilité de sanctionner ceux qui s'écartent du droit chemin, car vous devez montrer à la population qu'aucun écart ne sera toléré
et que vous êtes déterminé à éradiquer la corruption dans la justice haïtienne. Les justiciables attendent beaucoup de vous. Sans un système judiciaire fiable et respecté, nous n'aurons pas les investissements dont nous avons besoin pour créer des emplois et assurer un développement durable. Honorables magistrats de tout grade et de tout rang, l'occasion est mienne de vous inviter, que dis-je, de vous conjurer même à continuer le combat entamé par vos devanciers jusqu'à l'effectivité du pouvoir judiciaire. Personne ne peut ignorer le phénomène des mototaxis, pas seulement à Port-au-Prince, mais dans tout le pays. Cauchemar pour les uns, bénédiction pour les autres. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder toute la problématique de cette question en voyant ce que représente cette industrie en elle-même aujourd'hui et en un second temps, nous verrons son impact sur l'économie. Bien entendu, nous allons faire ça avec notre invité du jour, que vous commencez à bien connaître, William Savary, économiste et président fondateur de Haiti Stock Exchange. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Voilà. Bon, alors, que représente en fait le marché de la moto aujourd'hui? Parce que, bon, comme je l'ai dit en introduction, personne ne peut ignorer ce phénomène aujourd'hui en Haïti. Ouais. Il est partout, il agace les uns, il rend service aux autres, ouais. Mais qu'est-ce que ça représente? Bon, en 2018, selon les statistiques de la OAVTC, on s'approchait de 80 000 motos dans le pays. Dans l'ensemble du pays? Dans l'ensemble du pays. Donc 80 000 et des poussières. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà à 3 ans. Oui, 3 ans plus tard. Et selon les importateurs de motos, mm-hmm. C'est un marché le taux de croissance de ce marché est de 3%. 3%? Non. Donc ça veut dire que nous sommes au-delà maintenant de 100 000 motos dans le pays. Oui. Maintenant, il faut signaler que la moto représente l'industrie du transport. Hein? Et l'industrie du transport, dans le cadre de ce qu'on appelle leading indicators, ça rentre dans le secteur de services. Et comme industrie de transport qui a beaucoup moins de volatilité, ça rentre également c'est très stable en matière de revenus. Donc ce sont les deux caractéristiques déjà. Donc nous avons que c'est comme leading indicator, ça rentre dans le service. Et vu qu'il n'y a pas de volatilité, la volatilité est très réduite. Donc nous sommes maintenant dans un cadre où les revenus sont stables. Okay. Maintenant, le taux de croissance de l'industrie qui est de 3% est supérieur au taux de croissance de notre produit intérieur brut. Quoi? Le taux de croissance de l'industrie de l'automobile, de moto, taxi-moto, est de 3%. Oui. Le produit intérieur brut de la nation pendant les 10 dernières années est en dessous de 2%. Parce que pendant les années, en fait, nous avons eu une époque où il y a eu une croissance négative. Oui, pendant plusieurs années de suite. Oui. Donc il y a une désarticulation entre le fonctionnement de cette industrie et de l'économie. Oui, mais alors attendez, William, là j'ai une petite confusion. Parce que vous me parlez d'un côté d'une industrie ou d'un commerce qui est celui des mototaxis, qui a une croissance de 3% l'an. Et vous l'opposez au produit intérieur brut. Oui. Mais comment peut-on comparer une importation d'un produit au produit intérieur brut du pays qui compte l'ensemble des activités du pays? En fait, c'est parce que il faut se permettre de mesurer les taux de croissance des entreprises et des industries. Parce que l'agrégat de la croissance économique, dans l'agrégat de la croissance économique, c'est que toutes les industries, dans tous les secteurs, connaissent une croissance plus ou moins stable. Et dans l'agrégat, leur taux de croissance à la moyenne vous donne le taux de croissance de l'économie. Donc, mais lorsque vous avez une industrie où le taux de croissance
apporte sa contribution. Ouais, et donc, on peut oui, c'est une contribution positive à l'ensemble de la chose. OK, bon, ouais. là, oui, là, les choses sont claires. Bon, donc, aujourd'hui, à peu près 100 000 et même plus motos dans le pays, taux de croissance de ce nombre de motos, 3% par an, mais qu'est-ce qu'il en coûte? Bon, maintenant... Parlons des coûts, maintenant. Une moto se vend à 100 000 good, okay? À peu près $1 000. $1 américains. Donc, pour être un petit peu... On va arrondir les chiffres. Oui. Donc, ça vous fait 100 000 motos, $100 000, ça vous donne 100 millions de dollars. Donc, la moto représente un marché... L'industrie. Oui, enfin, l'industrie de la moto, enfin, la moto, représente un marché de 100 millions de dollars. Mais avec une spécification. Ouais. Donc, le nombre de motos qui est dans le pays, donc pour les acquérir, il y a une dépense de 100 millions de dollars qui a été consentie. Mais annuellement, il y a 60 000 motos qui sont importées en Haïti, donc 5 000 motos par mois. Donc, il y a de ces 60 000 motos, il y a de la taille du marché, des 100 000, il y a 30 000 motos qui sont remplacées chaque année. Parce qu'à cause des accidents, à cause des vols, à cause des... Et puis, ou simplement de l'usure naturelle. Parce que maintenant, quand on voit ces pauvres motos qui sont chargées comme des bourriques... Maintenant, les importateurs de motos, selon les statistiques qu'ils ont recueillies, une moto dure à peu près 90 mois. 90 mois. Durée de vie de la moto, à peu près 90 mois. Attends-moi, 90 mois... ça vous donne 4 ans. 4 ans. 5 ans, 7 ans à la rigueur. Non, 7 ans. 7 ans, 7 fois 12, oui. Ouais, donc maintenant, ce qui veut dire tous les 7 ans, quelqu'un qui a une moto doit remplacer la moto. Oui, ça c'est quelqu'un qui utilise la moto dans des conditions normales. Normales, oui. Hein? Donc, quand on vous dit que le poids de charge d'une moto, c'est le chauffeur plus un passager, et qu'on voit des motos avec 5 personnes dessus, plus un sac de charbon, la moto ne doit pas pouvoir durer aussi longtemps. Bon, donc, ce qui veut dire pour les motos qui sont dans le transport, leur durée de vie, c'est 3 ans. Oui, bon, voilà. Donc, maintenant, il y a l'usage normal et l'usage abusif qui est fait des motos en Haïti. Exactement. Ouais. Donc, maintenant, c'est la première chose en matière de taille, en matière monétaire. Okay? Maintenant, lorsque vous prenez, par exemple, à la moyenne, un chauffeur de moto gagne entre 750 et 1200 gouttes par jour. Ça, c'est brut. Brut. OK. Maintenant, ça vous fait encore au-delà de 100 millions de gouttes de revenus dans l'agrégat. Donc, on est en train de constater une activité économique qui a littéralement été abandonnée par nous tous, l'État, les corps de réglementation, le département de la justice, etc. Alors que cette industrie aurait pu être organisée pour être beaucoup plus utile à l'intérêt général. Par exemple, au Rwanda, et en Dominicanie aussi d'ailleurs, un pays où il y a, au Dominicanie, entre autres, il y a 150 000 motos importées chaque année. Donc, il y a plus mal passé nous au point de vue embarras. Maintenant, mais ce qui arrive, c'est l'embarras vient du fait que l'industrie n'est pas organisée. Par exemple, en Dominicanie et au Rwanda, ils s'en servent des motos comme organes d'espionnage. Les motocyclettes, les motocyclistes. Par exemple, dans chaque quartier, il y a des associations qui sont créées. Et l'association créée dans un quartier, le chef de l'association est responsable au-devant de ce qu'on appelle le chef régional. Le chef régional est responsable au-devant du chef national. Le chef national est responsable au-devant du chef de la police. Donc, les motos au Rwanda et en République dominicaine sont des agents de sécurité. Agents de sécurité. Hein? Et leur fonction, si toutefois ils observent quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est d'aller le signaler. C'est d'aller le signaler immédiatement. Bon, c'est exactement l'inverse en Haïti, où malheureusement, 95% des kidnappings et des attaques se font à moto. Oui, bon, pas les kidnappings, plutôt les attaques.
Oui, non, les attaques. Moto. Oui, non, quand je dis. Ils font partie du complot. Ils font partie du complot, mais ils arrivent, ils arrêtent la voiture et puis ouvrent les machines là. Ouais. Mais ils arrivent à moto quand même. Oui, maintenant, ce qui est intéressant, en dehors de ça, il y a des gars, un gars qui achète une moto, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui prend des risques énormes, d'une part avec $1000, donc qui peut-être qu'il a pris dans auto-usurier, ou quelqu'un qui a participé dans ce qu'on appelle le sous-sous, les mains, pour qu'ils rassemblent et qui font. Et il y a d'autres systèmes de financement dans le pays dont ces gars-là puisent pour trouver les $1000 pour se procurer de la moto. Maintenant, je parlais des organisations tantôt, il faut dire que les motocyclistes eux-mêmes, les chauffeurs de taxi-moto, contribuent un montant mensuel à l'organisation. C'est à partir de ce montant mensuel que l'organisation paye ses factures. Non, ça c'est pour les pays étrangers, là. Pour Dominicanie et Rwanda. Ah bon, donc c'est dans le cadre de l'usage de la moto comme une entité de la sécurité. C'est ça, un auxiliaire de la police. De la sécurité. Ouais. Donc, et il n'y a rien qui empêche que ceci puisse se faire en Haïti. Maintenant, au niveau des autres pays, ils conçoivent un organe de réglementation, de réglementation où l'activité même de conduire une moto est professionnalisée. C'est-à-dire formation etc. Professionnalisme. Donc, ils comprennent les règles du jeu, les règles de la route, obéissance, uniforme, licence, permis. Oui, parce que là, je fais une petite parenthèse. Je crois qu'il n'y a pas une moto sur 1 million ici en Haïti qui sache que la motocyclette est assujettie au même règlement que la voiture automobile. Mais par contre ça. Bon, maintenant, mais on peut leur enseigner. Ouais, il faut. C'est ça. Non, mais c'est pas on peut. Ouais. C'est une obligation parce que ce qu'on voit, c'est ces gamins, parce que la plupart ce sont des jeunes. Absolument. Quand on voit ce que ces jeunes font, mais c'est des casse-cous. C'est des fous. Il y a zigzagué pour moi. Évidemment, l'envers de la médaille, c'est le nombre d'accidents, de pieds cassés, de bras cassés, et hélas aussi de morts. Il suffit de voir les statistiques des hôpitaux et le nombre de jambes et de bras cassés, de têtes cassées suite à des accidents, c'est colossal. Ouais. Donc maintenant, ce que l'État tire de ce business pour le moment, c'est par exemple lorsqu'une moto est vendue, l'importateur doit émettre un certificat à celui qui l'achète. C'est à partir de ce certificat, cette personne enregistre la moto et il les paye. Donc, des motos qui sont vendues, l'État perçoit à peu près $6 millions par année, en matière de revenus. Donc, c'est l'équivalent de la vignette pour la voiture. C'est l'équivalent de la vignette pour la voiture. D'accord. Donc, maintenant, en face de toute cette réglementation minime, l'industrie fait face à une concurrence déloyale de la part du côté de la frontière. Parce que les motocyclettes qui sont volées de la Dominicanie sont vendues en Haïti, sur le marché local. Oui, en dessous. Pas en bas, absolument. Et malheureusement, les gars qui volent les motocyclettes trouvent on trouve des partenaires au niveau institutionnel qui leur donnent des faux papiers qui leur permettent d'enregistrer. Et qui leur donnent des plaques aussi. Qui leur donnent des plaques. Et ces motocyclettes, les motocyclettes qui sont volées, ce sont des motocyclettes neuves. Et arrivant en Haïti, on les vend sur le marché à 1/3 ou à moitié du prix. Du prix local. Oui. Okay. Donc ça, ce sont les alinéas. Maintenant, l'industrie a un niveau d'expertise qu'il faut apprécier parce que les motocyclettes viennent en Haïti dans des boîtes désassemblées. C'est en Haïti que les motocyclettes sont assemblées. Ce sont des kits. Donc, ce qui porte un savoir-faire parce qu'il faut un certain savoir-faire pour assembler la moto, la faire marcher. Je pense que les moteurs... Sur ce point-là, je fais confiance aux Haïtiens. Ils ont un sens pratique... extraordinaire. Quand on voit, je fais une toute petite parenthèse, quand on voit les gars assis sur les trottoirs et qui vous arrangent un téléphone cellulaire en 15 secondes, par exemple, le monde qui a fait ça, non? Il faut donner aussi beaucoup de crédit aux écoles de formation professionnelle.
les centres de formation professionnelle, parce que dans les centres de formation professionnelle en Haïti, il y a des programmes de réparation de téléphone, les programmes d'assemblage et de réparation de motos. Il y a 21 centres professionnels dans le pays. Dans tous ces centres, il y a ce genre de cours. Et bon, en dehors des centres privés, je parle des centres de l'État. D'accord. Donc il y a vraiment un effort qui se fait en matière de l'accessibilité, mais il faut un effort en matière de la réglementation et la professionnalisation des taxis-motomans. OK. Alors, résumons très rapidement. Le marché de la moto en Haïti aujourd'hui, c'est 100 millions de dollars avec une croissance de 3%. Indépendamment des frais de réparation et des pièces. Oui, le marché, disons, à l'achat. À l'achat. Voilà. Bon. Ensuite, il y a tout l'entretien, il y a les réparations, etc., ce qui fait encore un autre 100 millions peut-être. Bon. On ne sait pas. 50 à 60 millions peut-être. Voilà. Maintenant, il y a une chose qu'il faut dire de plus. Il y a ce qu'on appelle la règle de 72. La règle de 72, c'est vraiment pour identifier sur quelle période de temps quelque chose pourrait doubler en valeur. Donc, si on prend la règle de 72 et on divise par 3, ça veut dire que dans 10 ans, ouais, c'est ça? 72 divisé par 3, ça te donne... ça fait... 15. 3 fois 15, 45, 3 fois 20, 60. OK, donc 25 ans à peu près. Donc, tous les 25 ans, le marché devrait doubler. Ouais, tous les 25 ans. OK. Là, on n'est pas encore arrivé là. Ça présume qu'en fait, le taux de croissance de 3% que j'ai obtenu des divers acteurs est juste. Importateurs. Et il y a 4 principaux importateurs, je crois. Oui, c'est ça. Donc, si ce chiffre n'est pas 3%, c'est 10%. Donc, chaque 7 ans, le marché va doubler en valeur. Bon, OK. Alors, donc, 100 millions de dollars, le marché, sans compter réparation, etc. Pièces. Et pièces détachées. Maintenant, pour le propriétaire lui-même, revenu brut, c'est-à-dire sans les frais d'essence, de patati patata, c'est entre 750 et 1000 gourdes par jour. Par jour. OK. D'accord, très bien. On estime donc aujourd'hui, d'accord. Eh bien, écoutez, William, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je le disais, tout le monde connaît ce phénomène, mais personne n'a vraiment une idée. Quand j'ai découvert ces chiffres, moi, je suis tombé des nues. 100 millions de dollars, c'est incroyable. Donc la prochaine fois, c'est-à-dire probablement mardi prochain, on verra à ce moment-là quel est l'impact de ce marché spécifique sur l'industrie, l'économie en général, et surtout ce qu'il faudrait faire maintenant pour régulariser toute cette activité. Absolument. Parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Oui. Et c'est trop important pour ne pas être régulé. Mais 100 millions, frérot. OK, merci William, merci, bon week-end, bonne fin de journée. Voilà, donc on a abordé aujourd'hui la problématique, c'est-à-dire l'ensemble des problèmes attachés au marché de la moto en Haïti et donc presque exclusivement les mototaxis. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.